2015, je gère ma propre entreprise sociale, BASI, qui est la Société de bâtisseurs des communautés intégrées en français. Et c'est tout le plaisir pour moi d'être avec vous. Le projet BASI est venu du défi que j'ai en travaillant dans le secteur communautaire dans l'Est ontarien. Ça m'a rappelé les réalités qu'il y a dans les communautés d'où je viens, notamment en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de similitudes et les réalités sont semblables. Alors, je travaille en santé mentale dans l'Est ontarien. Alors, ce que j'ai vu m'a beaucoup rappelé les défis que j'ai rencontrés en Afrique. Alors, je me suis dit, il y a l'expertise ici et les besoins là-bas sont énormes. Alors, l'outil pour connecter les deux, c'est cette entreprise sociale qui permet pratiquement de mobiliser les ressources et les personnes dans la région d'Ottawa afin de répondre aux besoins des personnes qui vivent à l'est de la République démocratique. Ici, l'insécurité et les guerres, rébellions si on peut dire. Comment est-ce que vous allez vous organiser? C'est aussi un gros défi, la sécurité des personnes. Oui, vu d'ici, ça paraît un obstacle insurmontable. Et moi-même, j'étais surpris quand je suis arrivé à Goma, il y a quelques mois, que toutes les gardes que j'avais par rapport à la sécurité ont fondu comme neige. Avec nous, puisque nous planifions 25 rotations par année avec nos équipes ici pour arriver là-bas. Puisque nos experts, c'est à ça qu'ils s'engagent, descendre sur le terrain, voir physiquement les clients la première fois, les évaluer, et ensuite travailler avec des Congolais pour faire la suite des thérapies. Donc c'est ça notre modèle d'intervention. Et quand vous arrivez à Goma... Bonjour chers fidèles auditeurs, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir un acteur communautaire, un acteur très très important et qui est en même temps initiateur et responsable du projet BASI. Alors, avant de lui donner la parole, j'aimerais quand même, vu qu'on est dans les temps des fêtes, aujourd'hui à Ottawa, il neige beaucoup. Bientôt, ça serait la grande fête de Noël, la grande fête familiale et également les fêtes de Nouvel An. Alors, par rapport à cela, on n'oublie pas les personnes qui ont fait en sorte que nous puissions tenir ce projet, Agora Magazine et l'émission Droit à la parole. Notre équipe, c'est-à-dire Jean-Marie Mondésir qui nous a toujours soutenus. On a également Georges Freitas qui est là, ce soir avec nous, Sandra Barantira, Mariama Bigui et plusieurs autres personnes qui de loin ou de près nous soutiennent. Alors, bonjour Monsieur Célestin Abedi. Bonjour. Bonjour Georges. Bonjour Joël, bonjour Monsieur Célestin. Alors, la première question aujourd'hui, Monsieur Célestin, serait de savoir comment est-ce que nous, on pourrait vous décrire, vous présenter auprès du public. Et ça serait mieux que vous le fassiez vous-même. Eh bien, je m'appelle Célestin Abedi, je suis organisateur communautaire, médecin et entrepreneur. Je suis dans la région d'Ottawa depuis 2002, où j'ai pratiquement géré les programmes communautaires au service de la communauté franco-ontarienne. Pendant 10 ans, je travaillais comme coordonnateur des services communautaires de l'hôpital Montfort dans les comtés unis de Prescott-Russell. Et puis, j'ai géré le programme régional de soins palliatifs ici dans la région d'Ottawa. Et j'ai servi la communauté franco-ontarienne dans différents conseils d'administration dans la région d'Ottawa, notamment au centre d'accès aux services communautaires et au réseau des services en santé en français de l'Est ontarien. Depuis 2015, je gère ma propre entreprise sociale, BASI, qui est la Société de bâtisseurs des communautés intégrées en français. Et c'est tout le plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Alors, vous avez compris, vous avez bien cerné qui est Monsieur Célestin Abedi. Je passe la parole à Georges Freitas. Bonjour Monsieur Célestin. Première question.
parlez-nous un peu plus de votre projet Bachi. Le projet Bassi est venu du défi que j'ai en travaillant dans le secteur communautaire dans l'Est ontarien. Ça m'a rappelé les réalités qu'il y a dans les communautés d'où je viens, notamment en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de similitudes et les réalités sont semblables. Alors, je travaillais en santé mentale dans l'Est ontarien. Alors, ce que j'ai vu m'a beaucoup rappelé les défis que j'ai rencontrés en Afrique. Alors, pour faire le pont entre mes deux communautés, je me suis dit, il y a l'expertise ici et les besoins là-bas sont énormes. Alors, l'outil pour connecter les deux, c'est cette entreprise sociale qui permet pratiquement de mobiliser les ressources et les personnes dans la région d'Ottawa afin de répondre aux besoins des personnes qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo. Ou précisément à l'est de la République. Nous commençons par la ville de Goma, qui est à la frontière avec le Rwanda. Mais notre champ d'influence couvre 500 km autour de la ville de Goma. C'est pratiquement toute la région où j'ai eu à travailler comme médecin-chef de zone à l'époque de l'urgence de l'opération turquoise. Et toujours pour répondre sur la question que je viens de vous poser, j'aimerais savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé à choisir la ville de Goma. Goma, c'est une petite ville en République démocratique du Congo, mais qui est pratiquement au centre de toutes les controverses qui ont frappé le pays. À Goma, vous savez que tous les conflits armés sont partis de Goma ou autour de Goma. Et présentement, la mission de paix des Nations Unies au Congo a son quartier général implanté à Goma. Et c'est une ville qui est plus ou moins sécuritaire, mais qui regroupe pratiquement tous les défis que la communauté à l'est de la République démocratique du Congo rencontre. Alors, il faut partir de quelque part. On s'est dit, si on part à Goma, les résultats que nous allons avoir là-bas vont vraiment être facilement applicables partout ailleurs à l'est du Congo. Excellent. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de services que vous offrez parce que c'est une clinique, on dit ça. Non, c'est un programme. Nous avons deux volets dans Bassi. Le premier volet, c'est vraiment en tant qu'entrepreneur, c'est que nous travaillons avec la communauté des affaires pour partir de petites entreprises qui peuvent aider à créer le travail. Puisqu'après 20 années de guerre, j'ai travaillé dans la région dans les années 90. Je suis revenu récemment pour implanter les activités de Bassi. Les gens ont tout perdu, les fermes, les plantations, les commerces. Et ça a toujours été une région touristique, mais aussi une région d'affaires. Alors, les opportunités d'affaires sont vraiment énormes et les gens se sont appauvris. Alors, tout ce que nous, on essaie de faire avec Bassi, c'est de raccompagner les gens à retrouver le niveau d'activité qu'ils avaient avant la guerre, puisque les gens vivaient bien, de façon digne, par le fruit de leur travail, qui était soit les fermes, soit les activités agricoles, mais ça pouvait faire vivre de façon décente toute une famille. Donc ça, c'est le premier volet des activités de Bassi. Le second volet, c'est tout le volet social. Donc nous sommes une entreprise sociale, c'est qu'avec le profit de nos activités, nous réinvestissons pour bâtir un programme de santé mentale. Vous savez que les gens ont vécu beaucoup de choses. Avant permettez-moi, M. Célestin, avant d'arriver à cette étape qui est très importante d'ailleurs pour tous les auditeurs, les téléspectateurs qui vont suivre cette émission, lorsque vous allez parler d'élaborer sur la santé mentale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez établir, nous démontrer ou nous expliquer cette différence lorsque vous parlez d'une entreprise sociale et une entreprise traditionnelle qu'on connaît, qui est fixée, qui est focalisée sur le profit. Mais lorsque vous parlez d'une entreprise sociale, est-ce qu'il y a une nuance que
monsieur tout le monde doit retenir? Est-ce qu'il y a une différence Oui, de plus en plus, au fait, même les entreprises traditionnelles ont aujourd'hui ce qu'on reconnaît une responsabilité sociale. Voilà pourquoi Bell Canada, ici, supporte le programme de santé mentale. Ici, ils font des contributions dans la communauté pour que certains volets des programmes de santé mentale soient soutenus en communauté. Alors, la plupart des grosses entreprises ont une responsabilité sociale. Mais à la différence pour une entreprise sociale, c'est que pour nous, c'est coulé dans nos chartes que nous faisons profit, pas pour nous enrichir, mais pour utiliser le profit de nos activités pour appuyer nos activités sociales. Puisque, veut pas, pourquoi les gens ne touchent pas à la santé mentale? Puisque c'est complexe, c'est cher et ça prend beaucoup de temps à soigner. Alors, si ça prend beaucoup de temps à soigner, ça prend un engagement qui est là de façon permanente. Et donc, il faut qu'on se trouve des moyens pour accompagner les clients qui vont être dans nos programmes. Et comme vous le savez, les gens qui sont le plus malades, ce sont les gens qui ont le moins de ressources. C'est ça la réalité. Georges, vous avez une question? Ma seule question, ce serait de savoir, où est rendu votre projet? Dans quelle étape se trouve votre projet présentement? Nous sommes à la phase, je dirais, d'implantation. Puisqu'il y avait, en République démocratique du Congo, d'abord, il fallait passer par toutes les exigences administratives pour avoir les numéros d'incorporation, les lieux où caser tout ça. Donc ça se fait. Ensuite, il fallait bien justifier auprès des partenaires locaux qu'on ne vient pas dupliquer ce qui existe, comment on allait travailler ensemble. Donc ça prend vraiment des ciblés avec les partenaires locaux, qui fait quoi pour ne pas aller prendre ce que quelqu'un d'autre fait. Donc ça justifiait le voyage que nous avons effectué là-bas l'année passée. Maintenant, nous sommes à la phase vraiment d'implanter des programmes, puisque là, notre plan d'affaires est fait. Nous avons des ententes de partenariat qui est là. Et en 2018, le premier trimestre déjà, nous avons un premier volet que nous allons commencer à implanter, donc au premier trimestre de 2018, avec les Congolais, puisqu'il nous faut d'abord commencer à former les gens qui vont nous aider à rendre les services à la communauté, puisqu'on ne peut pas faire ça seul. Et une première équipe d'une dizaine de personnes est déjà prête pour commencer les opérations au premier trimestre 2018. Donc, si je comprends bien, la grande majorité des gens qui vont travailler dans le projet, ce sont des gens qui vont être basés à Goma même. À Goma, il y aura une partie des gens qui vont livrer les services directement aux gens. Mais la grande majorité d'autres personnes, c'est aussi des experts, parce que nous travaillons en équipe. Et comme vous le savez, en santé mentale, c'est une équipe des gens des différentes disciplines qui travaillent ensemble. Alors nous avons aussi une grosse équipe à Ottawa et dans la région, et même aux États-Unis, des gens qui sont prêts à appuyer ceux qui sont sur le terrain pour faire le travail à distance avec eux, pour qu'ils livrent un produit de qualité à la population. Alors, en ayant tout écouté par rapport à l'élaboration du projet, les étapes, concrètement, c'est à quand qu'on peut s'attendre au début effectif du projet? Bassi. Je pense que nous ciblons le premier trimestre, donc autour de mi-avril de 2018. Pourquoi le premier trimestre? Puisque les ententes sont faites, les premières équipes sont embauchées, les documents sont en cours de transfert, mais il nous reste une partie que nous sommes en train de négocier, notamment dans les licences d'utilisation de certains modules que nous n'avons pas encore finalisés. Alors, des rencontres sont en cours. En janvier, nous rencontrons l'hôpital pour enfants d'Ottawa qui accepte de nous accompagner dans ça. Alors, c'est sûr qu'il y a de support technique que nous devons encore recevoir d'autres organisations et qui est en cours. Nous espérons que tout cela sera opérationnel d'ici mi-avril. Vous avez parlé vous avez des intervenants ici aux États-Unis et puis ici au Canada, aux États-Unis et puis au Canada.
Donc ça veut dire que la langue, la grande majorité des projets se déroulera en français, ou il y aura aussi l'anglais aussi. La langue est un défi, puisque comme vous savez, localement, les gens parlent déjà plusieurs langues locales. Le swahili est comme une langue courante qui est là, et la langue officielle localement là-bas, c'est le français. C'est le français. Donc déjà, le côté linguistique pour les professionnels, c'est déjà un mélange de langues locales, que ce soit les Kinande, les Kirundi, les Kinyarwanda, la population est mélangée, et donc nos clients, il y en a qui ne parlent même pas le swahili. Donc l'aspect linguistique, c'est un gros volet. Mais nos professionnels, nous avons attente à ce que tout ce qu'ils vont offrir les services soit à mesure de travailler autant en anglais qu'en français. Or, ils sont formés principalement en français. En français. Alors, donc, il y a tout un volet linguistique pour rehausser le niveau des compétences en anglais des infirmiers, des médecins qui vont travailler avec. Alors, en ayant analysé le projet, vous êtes déjà arrivé à un point où le projet est faisable d'ici quelques mois. Quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses? Je parlerai plus des défis, puisque là, présentement, quand on démarre un projet, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas sous contrôle comme tel. Alors, je viens de parler du premier défi, c'est le défi linguistique. Puisque, ultimement, les clients, peu importe la langue qu'il nous amène, on doit lui donner le meilleur service. Or, l'autre défi, c'est qu'il n'y a pas l'expertise localement à Goma. Pour une ville de 1 million d'habitants, il n'y a qu'un seul psychiatre. Les infirmiers, il faut encore réévaluer leur formation en santé mentale. Il n'y a pas encore d'autres expertises que nous utilisons ici au Canada pour soigner les maladies mentales. Okay? Alors, le défi, c'est de transmettre d'abord les compétences de base aux Congolais qui vont livrer les services directs à la population là-bas. Ça, c'est le tout premier défi. Donc, nous travaillons principalement avec la technologie, puisque les experts sont des psychiatres, des psychologues et des infirmiers canadiens, essentiellement qui parlent deux langues, en anglais et en français, et qui vont les appuyer là-bas. Il y a une partie qui voyage avec nous, qui vont aller là-bas, mais principalement le travail va se faire à distance, puisqu'ils ne peuvent pas séjourner là-bas pendant longtemps à cause de leurs obligations professionnelles. Mais nous ciblons avoir une qualité de service qui soit vraiment hors de tout doute. Alors voilà pourquoi nous tenons à ce que les experts vraiment valident tout le travail que nos cliniciens vont faire sur le terrain. Alors, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est, tout le monde connaît la situation actuelle de la RDC, de l'Est de la RDC, l'insécurité et les guerres, rébellion, si on peut dire. Comment est-ce que vous allez vous organiser? C'est aussi un gros défi, la sécurité des personnes. Oui, vu d'ici, ça paraît un obstacle insurmontable. Et moi-même, j'étais surpris quand je suis arrivé à Goma, il y a quelques mois, que toutes les gardes que j'avais par rapport à la sécurité ont fondu comme neige. Comme ça, là. Pourquoi? C'est puisque quand même dans une ville de 1 million, je vais vous répéter ce que le maire de la ville de Goma m'a dit quand il m'a rencontré. Il me dit, nommez-moi sur terre ici une ville de 1 million d'habitants où il n'y a pas la petite criminalité. Quasiment, il n'en existe pas. Ok? Donc, c'est question de faire attention de comment être guidé. Oui, il y a de la criminalité dans la ville. Oui, il y a des endroits dans la ville où il ne faut pas se rendre. Mais c'est autant vrai que pour Pretoria, Nairobi, que New York. Donc, c'est juste une question de, comment dire, d'appréhension que nous avons au départ d'ici. Mais pour ceux qui ont de doutes encore, c'est ce que, voilà pourquoi je les encourage de venir avec nous, puisque nous planifions 25 rotations par année avec nos équipes ici pour arriver là-bas. Puisque nos experts, c'est à ça qu'ils s'engagent, descendre sur le terrain,
voir physiquement leurs clients la première fois, les évaluer, et ensuite travailler avec des Congolais pour faire la suite des thérapies. Donc c'est ça notre modèle d'intervention. Et quand vous arrivez à Goma, vous avez le quartier général des Nations Unies qui est installé à Goma. Il y a plusieurs centaines d'organisations internationales qui sont à Goma et des milliers d'expatriés de toutes les nationalités qui vivent là-bas à Goma. Donc je pense qu'au-delà des peurs que les gens disent, les réalités sur le terrain sont vraiment différentes. Monsieur Abedi, moi j'ai une toute dernière question à vous poser. Pour tous ceux qui sont intéressés, par exemple, à en savoir un peu plus sur votre projet, où est-ce qu'ils peuvent aller trouver l'information? Sur notre site web, www.baciafrica, Baci c'est B-A-C-I, Africa en anglais, A-F-R-I-C-A.org. Toute l'information est là, le site est en cours d'élaboration. C'est sûr qu'on ne peut pas faire des applications en ligne puisqu'il y a des formulaires qu'il faut encore compléter, qui sont en cours de validation auprès des bureaux d'avocats, et il y a d'autres outils que nos partenaires doivent encore nous fournir pour faire ça là. Mais le gros de l'information est là, nos contacts ils sont aussi, donc un petit courriel, vous pouvez écrire soit à info@baciafrica.org ou à moi-même, Célestin@baciafrica.org, et il nous fera plaisir de vous fournir toute l'information. On vous appelle. Monsieur Célestin Abedi, qu'est-ce que vous attendez de la communauté, la grande communauté congolaise, puisque c'est un projet qui, premièrement, touche les Congolais, d'ici et d'ailleurs? Oui. Qu'est-ce que vous attendez de cette communauté-là? Je veux parler à la communauté congolaise, mais beaucoup plus aussi à la communauté. Je vous demanderai d'ailleurs de regarder la caméra à la communauté francophone. Pour la communauté congolaise, la première chose que je dois vous dire là, c'est qu'on change la manière de regarder ce qui se passe au pays pour le bien de la communauté locale. Arrêtons d'avoir peur d'aller au Congo. Il y a une invitation que je peux vous dire, si vous n'avez pas été depuis longtemps, descendez sur le terrain et voyez, puisque beaucoup de choses, moi-même, j'ai été surpris de voir entre la perception que j'avais au départ et la réalité que j'ai rencontrée là-bas, c'est difficile. La deuxième chose que je demanderais aux Congolais, et ça c'est un défi que je donne à tous les Congolais, c'est d'investir au Congo, puisque veut pas, et je le dis à toute la communauté francophone, le Congo est la deuxième communauté francophone au monde, après la France. Il y a plus de 70 millions de francophones qui sont là-bas. Et donc, c'est un terrain où on peut encore investir. Si chaque famille congolaise qui m'écoute aujourd'hui se mettait à cœur d'investir $100 le mois, ici, là, ça prend 10 000 familles congolaises, et je pense qu'on en a plus que 10 000. Ici, ça ferait un capital de $1,2 million chaque année pour créer du travail pour les Congolais. C'est ça dont les gens ont besoin sur les terrains. Je sais que par Western Union, on en voit plus que ça. Plus que ça, exactement. Mais ça ne résout pas le problème, puisqu'ultimement, au lieu d'envoyer à quelqu'un de l'argent, si on peut créer un mécanisme pour lui créer du travail, et ce ne sont pas les choses à faire qui manquent au Congo, ce que j'ai remarqué là, il y a beaucoup de choses que l'on peut vendre au Congo, mais ça prend juste un capital. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « apprends-moi à pêcher au lieu de me donner du poisson ». Exactement. Et à la grande communauté francophone qui est là, je veux leur dire, c'est vraiment pas... le Congo fait partie de l'espace francophone. Donc, si je regarde les besoins qui sont au Congo et l'expertise que la communauté francophone a ici, il y a lieu vraiment de faire un jumelage, puisque ne négligez pas ce que vous avez ici, ça peut paraître peu, mais rendu au Congo, les besoins sont tellement immenses. Et tout ce qu'on a comme expertise ici, ça peut vraiment faire la différence au Congo. Alors, si vous ne savez pas comment le faire, juste consultez-nous. On peut vous aider à vous transporter de façon sécuritaire au Congo. Et je vous promets, vous allez partir et revenir sain et sauf. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour finir, pour clore cette petite entrevue avec M. Célestin Abedi, nous souhaitons les meilleurs vœux de Nouvel An
une bonne fête de Noël à toutes les familles congolaises, à toutes les familles du monde, également à cette équipe qui tient cette émission, Droit à la parole, et le magazine Agora, Jean-Marie Mondésir, Sandra Barantira, Maria Mabiki, Georges Petas qui est ici, et moi-même Joël Loa, nous sommes très heureux de vous souhaiter, de vous présenter nos vœux le meilleur. Et on se revoit l'année prochaine, hein, Georges, en 2018, qui est déjà à nos portes. Et nous prions que Dieu puisse justement nous permettre d'atteindre cette année qui s'annonce à l'horizon dans quelques jours. Hein. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Merci beaucoup, M. Célestin. Bonne année. Le plaisir a été pour nous de vous accueillir sur ces plateaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eko kyoko manantina